Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de votre présence. À la suite du film là, que nous venons de voir, ce documentaire, qui a une puissance de technologie évidente, il est tout à fait remarquable de constater que la pyramide dont il va être question, cette grande pyramide, est-elle, par rapport à toute cette technologie qui est développée, immuable, immobile, muette. Mais si elle nous réunit ce soir, ce n'est peut-être pas pour rien. Il émane de ce monument quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous assurer que ces études que nous avons faites, qui, en ce qui me concerne, sont, oui, 45 ans même, d'études sur cette grande pyramide, sont complètement bouleversantes. Nous allons vous en passer quelques extraits dans un peu de temps. Et nous pouvons dire que cela influencera probablement notre société de demain. Ça va jusque-là, parce que ce sont des révélations tellement importantes et avec des preuves absolument indiscutables et mathématiques que cela peut avoir une influence considérable. Alors ceci dit, il est peut-être important que vous sachiez le point de vue que l'on a avant toute chose sur cette pyramide que l'on nomme celle de Khéops. Alors les autres nous intéressent aussi, Mykérinos, Képhrène, nous verrons le site de Gizeh, mais particulièrement cette grande pyramide. Alors je me souviens adolescent, lorsque pour la première fois j'ai ouvert un livre sur l'égyptologie, et j'ai sans doute été frappé, comme vous, par la magnificence des temples, la finesse des bijoux, mais ce rapport des hommes devant cet immense monument m'avait subjugué. J'ai essayé d'en savoir davantage, car le fait que ce soit, ou qu'elle passe pour être un tombeau, m'étonnait grandement. Et lorsque je me suis rendu d'ailleurs au pied de cette pyramide, c'était pire encore, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'un monarque ait pu avoir cette ambition de se faire un tombeau, et d'autres d'ailleurs, de faire un tombeau de cette nature. Donc ça m'a tellement intrigué que j'ai cherché à savoir beaucoup de choses sur ce monument. Ça a demandé des années. Et puis je n'avais pas que ça à m'occuper, bien sûr que cela m'occupait. Ce qui m'a intrigué d'abord, c'est que, en admettant que cet individu fut un mélomaniaque, quelqu'un qui était très ambitieux de sa personne, qu'il ait pu imaginer de faire un monument de cet ordre, il aurait, semble-t-il, placer des hiéroglyphes et des cartouches à son nom, n'est-ce pas, dans tous les couloirs de son édifice. Et non, il n'y a rien dans cette pyramide, pas un seul hiéroglyphe qui puisse nous signaler la chose. Et d'ailleurs, il n'y a rien en Égypte qui nous conte l'histoire des pyramides. Aucun papyrus, aucune stèle, aucun bas-relief ne nous conte non seulement l'histoire, mais la construction de ces pyramides. Il y a un silence absolument complet. Et jamais, jamais il n'a été trouvé une momie dans ces pyramides. Jamais. Donc tout cela est intriguant, c'est un énorme point d'interrogation, et il faut donc aller plus loin. Le volume aussi de cet édifice. Il y a une chambre sépulcrale, celle que vous connaissez sans doute, qui est dite du roi,
et qui tiendrait pas moins, mesdames et messieurs, 3600 fois dans le volume de la pyramide elle-même. Cette pyramide, à l'époque de Bonaparte, du général Bonaparte, c'était un mathématicien, hein, il avait calculé qu'avec le volume des pierres de cette pyramide, on pourrait construire un mur de 2,50 m de haut qui entourerait toutes les côtes françaises et le littoral. Ce qui est assez extraordinaire. Il faudrait 500 000 camions de 10 tonnes pour la déblayer. Et à la queue leu, on irait de la France aux États-Unis. C'est absolument ahurissant. Les pierres s'élèvent de 3 tonnes, 2 tonnes, mais 3 tonnes 5 pour la plupart, jusqu'à 9 tonnes. Et le parement aurait nécessité des pierres de 4 à 16 tonnes environ. Elles auraient été encore beaucoup plus lourdes. Cette pyramide est une énigme, mais d'autres aussi le sont. C'est-à-dire qu'il semblerait que c'était une histoire familiale. Et à l'époque de Khéops, c'était une impossibilité totale de réaliser de tels chefs-d'œuvre. Ça aurait mobilisé tant de choses, tant d'hommes, au-delà même des 100 000 d'Hérodote, et ça aurait pu être les 360 000 de Diodore de Sicile. Tout cela est assez ahurissant, et nous pouvons dire que sous Khéops, il y a eu avant Khéops son arrière-grand-père, Ouni, qui se serait fait construire une des premières pyramides, ensuite Snéfrou, c'était le premier roi de la 4e dynastie, Khéops étant le deuxième. Alors Snéfrou, on lui prêtait 3 pyramides. Construire 3 pyramides de plus de 100 mètres de haut pendant sa vie, c'est absolument délirant. Alors maintenant, ils sont revenus un peu sur cette quantité, il n'y en a plus que 2. Hein, ce qui laisse supposer qu'il a son tronc dans une et son bas-ventre et ses jambes dans l'autre. Ou alors, il faut imaginer autre chose, mais quoi? Et puis, Khéops, donc le père, et puis son fils, Képhren, et son petit-fils, Mykérinos. Vous voyez, c'est toute une histoire de famille. C'est assez ahurissant. Et tout cela ne repose absolument sur rien. C'est-à-dire que ce ne sont que des hypothèses. Et on veut nous faire croire qu'au contraire, ça s'est bien passé comme cela, n'est-ce pas, que tous ces gens ont construit des pyramides pour se valoriser personnellement. Mais alors, une question se pose. Ce Khéops en question n'était pas un être exceptionnel en soi, tout au moins d'après ce que l'on peut en savoir, et toute comparaison faite avec un Thoutmôsis III, par exemple, hein, qui annexa des territoires de l'Euphrate à la Nubie. Et on pourrait étendre ça, bien sûr, aux Macédoniens, Alexandre le Grand, aux Perses, Cyrus, Xerxès, aux Romains, César, Octave. Tous ces gens, se sont-ils fait construire des tombeaux à la hauteur de leur réputation? Certes non. Donc là, c'est aussi une énigme. Nous pensons, après avoir effectué des recherches dans ce sens, très poussées, des vérifications à n'en plus finir, qu'il s'agit non pas d'une construction, mais d'une restauration. Il est fort possible qu'à cette époque, Khéops ait été contraint par les grands hiérarques, les Urmas, les hiérophantes, de restaurer cette pyramide. Et d'autres avant lui, tels que son père, Snéfrou, d'autres après lui, tels que Képhren, ont été eux aussi contraints de restaurer des pyramides. Mais de là à les construire, c'était une impossibilité. Et d'ailleurs, ça ne va pas du tout avec ce qui nous est dit dans les légendes, dans les mythes, et ce que nous savons de l'histoire secrète. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Alors, vu sous cet angle, il est évident que
ce complexe funéraire, dit funéraire, prend une toute autre dimension. Il ne s'agit pas d'un complexe funéraire à la base, comme on veut nous le faire croire. Alors, il n'empêche pas que ce site de Gizeh est une nécropole, mais ça n'a rien à voir avec la construction des pyramides dans cet ordre d'idées. Donc, nous avons là une énigme qui veut que, à une certaine époque, que l'on peut nous assez bien déterminer, c'est-à-dire 10 435, avant notre ère, la constellation d'Orion était au plus bas de... Vous savez qu'elle a un cycle, elle suit un cycle, comme d'autres étoiles d'ailleurs, de près de 26 000 ans. Ceux qui connaissent la chose diront 25 920 ans, c'est plus facile pour les calculs. Et ce cycle fait 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a un cycle ascensionnel de 13 000 ans environ et un cycle où la constellation redescend. Et elle a un point, nous vous le montrerons dans un instant, où elle ne peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire que quand cela s'est passé, eh bien c'était plus de 10 000 ans avant notre ère. Donc pour nous c'est un départ. C'est un départ très très important et il est tout à fait probable que les entités ou les êtres tout à fait exceptionnels qui ont fait ça, que nous considérons omniscients, vu ce qu'ils ont découvert et apporté à ces monuments, il est fort probable qu'ils aient choisi ce temps-là pour construire les pyramides et qu'ils ne se sont pas construits comme on nous le dit en se basant essentiellement sur les textes d'Hérodote dans une période de temps de 20 ou 30 ans, mais en 300 ans environ en ce qui concerne la pyramide de Khéops. À ce moment-là, il prenait le temps de le faire. Et elle n'a pas été construite non plus par des systèmes de lévitation, comme on pourrait l'imaginer. Ça serait bien facile, mais ces gens-là n'ont pas voulu le faire, car ils ont voulu que les indices soient à l'échelle humaine, pour qu'on n'ait pas à se prosterner devant le fait des dieux, mais qu'on soit au contraire fier que des êtres aient pu construire ça, des êtres humains aient pu construire ça. Et donc, il y a eu cette idée derrière que nous développerons et qui est absolument exceptionnelle. Alors, ce complexe funéraire de Gizeh, nous allons l'étudier. Parlons un petit peu d'Hérodote, parce que c'est lui qui a donné, si vous voulez, ce sentiment et qui a créé involontairement ce consensus ou cette convention qui est véhiculée maintenant de partout dans le monde, auquel se réfèrent tous les archéologues, les égyptologues en particulier. Et cela vient principalement d'Hérodote. Ils se sont basés sur ce qu'avait écrit Hérodote à cette époque. Or, Hérodote a fait un voyage, c'était un historien. Il a fait le tour du monde à cette époque. Le tour du monde, c'était le tour du bassin méditerranéen. Et il s'est attardé davantage en Égypte et principalement sur la Grande Pyramide. Il ne nous parle pas du Sphinx, car ce Sphinx était probablement ensablé à son époque. Car il n'aurait pas manqué, on peut le supposer, de nous en parler. Il nous parle de cette pyramide en des termes, en ce qui concerne ces mesures, qui sont approximatives, mais qui sont à peu près justes. Mais il nous dit des choses tout à fait invraisemblables, il faut le lire pour en être persuadé.
Et il nous dit avant tout s'être adressé à des prêtres. Il nous dit ce sont les prêtres d'Héphaïstos à Memphis qui m'ont appris cela. Ce qu'il ne nous dit pas, Hérodote, c'est à qui il a eu affaire dans la hiérarchie des prêtres. Est-ce qu'il a eu affaire à des prêtres tels que les Ourmas et les grands hiérarques, ou a-t-il eu affaire simplement à des gens, des balayeurs de cour, ou des gens comme ça? Alors évidemment que ça fera une différence notable. Et il faut se dire que son reportage, appelons-le comme ça, s'est fait 2000 ans après la soi-disant construction de cette pyramide. Donc en 2000 ans, eh bien, les témoignages s'émoussent et la valeur des assertions de même. Donc, est-ce qu'on peut accorder un grand crédit à ce qu'il nous rapporte en tant que constructeur, le temps aussi de construction qui varie d'ailleurs entre les auteurs. Les auteurs se recopiant entre eux parce que Flavius Joseph, Pline l'Ancien, Diodore de Sicile, tout cela ont repris des textes d'Hérodote, quoi. Donc, malheureusement, au début de l'archéologie, au début de l'égyptologie plus précisément, il était très difficile, puisqu'on ne trouvait rien, n'est-ce pas, d'imaginer qui avait pu construire ces monuments. Donc, un consensus, une convention a été établie. Et il ne faut pas jeter la pierre à ces gens-là, car il est possible qu'à l'époque, ça devenait une obligation. Étant donné qu'il n'y avait rien, qu'on ne pouvait pas attribuer ces monuments à quiconque, et que l'on trouvait quand même beaucoup de références sur la 4e dynastie, et notamment sur Khéops. On avait retrouvé notamment un portrait et une petite statuette de 7,5 cm de haut, et à son effigie, à Gizeh. Tout ça, et puis aussi des ostracas sur lesquels était marqué son cartouche. Donc tout ça pouvait laisser supposer que Khéops était à l'origine, mais c'était un grand point d'interrogation. À part ça, il n'y avait absolument pas d'affirmation. Et on a véhiculé, on a construit cette histoire dans le but d'éviter que peut-être les affabulateurs, n'est-ce pas, imaginent des situations pour ces pyramides toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Et sans doute que ça a été très bien pour ça pendant quelques années. Et ces gens-là devaient penser raisonnablement, honnêtement, probablement, qu'avec le temps et les découvertes qui seraient faites, eh bien, que l'on allait modifier graduellement les choses et les faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces conventions se sont installées comme des vérités souveraines, indéracinables. Et elles le sont beaucoup plus qu'une vérité péremptoire qui viendrait à se faire jour comme celle que nous pouvons distribuer aujourd'hui. Ça, c'est complètement suffocant. Nous avons, en ce qui concerne les coffres, par exemple, il y a aussi une énigme sur ce plan-là, parce que, évidemment, on pourrait développer la chose, je ne veux pas le faire, mais nous avons deux exemples, c'est-à-dire un sarcophage qui se trouve dans la chambre du roi, et qui est ce qu'il est, mais visiblement, il a pu abriter un être humain, et sans doute pour de toute autre raison, n'est-ce pas, qu'un sépulcre, c'était pour des grandes initiations, alors que, en ce qui concerne Toutankhamon, nous trouvons plusieurs sarcophages, et tout est sûrement que Khéops avait la même échelle de valeur que l'on peut prêter à ce pharaon. Donc,
visiblement, ce coffre qui se trouve à l'intérieur et qui n'a pu être amené qu'au cours de la construction d'ailleurs, servait à toute autre chose, à une initiation à un très haut niveau. D'ailleurs, ça, nous sommes presque à même de le prouver par des étoiles qui irradient à cet endroit précis. Et puis, non seulement ça, mais à des dimensions aussi qui vont d'une apothème à l'autre de la pyramide et qui nous donnent la Lune et la Terre. C'est-à-dire qu'il passait au centre de ce coffre une énergie absolument fantastique. Et quelqu'un qui était préconditionné déjà à passer ce genre de test devait se sublimer en quelque sorte et atteindre une transcendance. Mais nous savons peu de choses évidemment sur ces rites anciens. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette pyramide, dans sa restauration, comme j'en faisais allusion il y a un instant, aurait nécessité, et a nécessité, selon toute probabilité, 115 000 blocs d'albâtre. C'est-à-dire que si Khéops a entrepris cette restauration, eh bien qu'il ait passé 20 ans à la faire, à la réaliser, ce n'est pas du tout étonnant, alors qu'il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas d'hélicoptères, n'avions pas des géoradars, des lasers qui pourraient aider à cette construction, et placer des blocs de cette importance et les arranger au dixième de millimètre près, ça nous en avons la certitude, puisque dans le monde arabe, c'est-à-dire que dans les époques du XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, il y a beaucoup d'Arabes, d'auteurs arabes qui venaient du Liban, de Syrie, qui nous parlent de cette pyramide. Et tous nous disent, jusqu'en l'an 1301, où il y a eu ce fameux séisme au Caire, et où ces pierres étaient très tentantes pour restaurer, n'est-ce pas, les palais qui s'étaient écroulés et également la grande mosquée. Ils ont emprunté, disons, plus de 11 hectares à ce site. 11 hectares de pierres ont construit. D'ailleurs, la mosquée du Caire est entièrement faite avec les pierres de la pyramide. Donc, cette pyramide avait des blocs de pierre absolument énormes, et d'ailleurs, à l'origine, s'il y avait des blocs qui s'échelonnaient, comme je vous l'ai dit, de 3,5 tonnes à 9 tonnes environ, il y en avait d'autres, ceux qui sont sur les chambres de décharge de la chambre du roi, qui ne font pas moins de 70 tonnes. Et c'est du granit rose qui nous vient d'Assouan, c'est-à-dire à plus de 800 km de là. Comment ont-ils amené ces pierres? Comment les ont-ils taillées? Comment les ont-ils assemblées? Si on avait l'occasion de voir dans un chantier une grue élever plus de 100 de nos voitures d'un seul coup, ça nous étonnerait probablement. Eh bien, c'est ce qui a été fait, mais sans grue, sans roue, et ça a été élevé à plus de 50 mètres de hauteur. Et c'est tout à fait ahurissant. Donc, ces travaux absolument gigantesques de parement, pour revenir à ce parement, ont pu demeurer, enfin, avoir nécessité pendant 20 ans. Ce n'est pas du tout étonnant de le penser. Donc, il y a une confusion entre les dires d'Hérodote, c'est-à-dire ce n'était pas une construction, mais une restauration. Et bien sûr, 2000 ans après, c'est comme si nous allions interroger des Palestiniens, par exemple, sur la vie de Jésus-Christ. Hein. C'est à peu près pareil, c'est ahurissant, quoi. Et de frapper à leur porte pour leur demander ce qu'ils pensaient de la chose. Voilà, alors nous en sommes là. Donc, il ne faut pas que l'on perde de vue cela. Et c'est indispensable de mettre les choses au point en ce qui concerne ces pyramides, Khéops, parce que, si vous voulez, ce n'est pas du tout crédible. C'est ce que je voulais tenter de vous expliquer.
pour que l'on puisse mieux comprendre nos travaux qui sont axés sur toute autre chose. Là, il s'agit d'êtres omniscients, comme je vous l'ai dit il y a un instant, qui ont placé dans ces monuments un message tout à fait extraordinaire. Et ce message, ils l'ont placé de telle manière qu'il est inapparent, il est informel, il est oui, on pourrait dire entièrement déductif, finalement. Et puis inviolable, parce qu'on ne peut pas le retirer. Sans cela, il est fort probable que des gens auraient enlevé ce type de message. Alors que les messages qui sont recherchés dans la pyramide sont avant tout des messages bien matériels, c'est-à-dire on peut penser à des parchemins qui décriraient l'histoire de l'Atlantide, par exemple, dans des chambres secrètes et tout. Non. Ces gens-là ont dû se dire, on peut l'imaginer, et ça nous le disons sans prétention aucune, parce que nous ne sommes que des tireurs de rideaux, en quelque sorte. Ce que l'on vous décrit, c'est un patrimoine de l'humanité. Eh bien, ils ont probablement pensé que lorsque des gens arriveraient à découvrir un message relativement subtil dans ces pyramides, c'est-à-dire qu'avec des mesures, des distances et une architecture interne, seulement ça, sans qu'il y ait des cris, sans qu'il y ait quoi que ce soit, et qu'ils fassent des analyses avec des nombres fantastiques, des grandes constantes de l'univers, la Lune, le Soleil, la Terre, tous des rapports que l'on va vous montrer, dont on va vous montrer une partie dans un instant. Eh bien, lorsque l'humanité serait arrivée à ce stade, elle changerait d'orbite évolutive. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de réaliser sans bien le savoir. Et vous savez, mesdames et messieurs, si nous sommes ce soir réunis, intéressés par ce monument, qui, comme je vous l'ai dit au début, ne bouge pas, peut paraître parfaitement insipide, n'est-ce pas? Il n'a pas les révélations que nous donnent les technologies pour nous éblouir. Non, il est muet au milieu des sables, mais il détient des secrets tellement extraordinaires, qu'à partir de l'instant où nous commençons à découvrir cela, c'est tout un univers qui s'offre à nous, et des changements profonds qui vont avoir une influence sociétale à peu près certaine. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons vous passer nécessairement, oui, ça ira très bien, vous passer quelques diapositives suffisamment explicites, nous le pensons, pour vous intéresser. Alors, d'abord, ce plateau de Gizeh. Alors, je vous le présente malgré tout, je ne peux pas faire autrement. Il se situe en Égypte, près de la ville du Caire, au pied du Nil. Et nous voyons venir à nous, ici, le plateau tel qu'il se présente dans son ensemble. C'est avant tout une vaste nécropole, une vaste nécropole, avec à l'horizon trois pyramides qui sont l'objet de nos études. Alors Mykérinos la plus petite, je ne vous surprends pas en vous les montrant, Képhren et Khéops qui fait l'objet particulier de nos recherches. Plus bas, le Sphinx. Le Sphinx qui n'est pas inintéressant, d'ailleurs il est pratiquement aussi célèbre que les pyramides. Alors le Sphinx jusqu'alors était, nous le pensions, tout au moins les égyptologues le pensaient et faisaient en sorte de nous l'enseigner, que ce Sphinx avait été réalisé sous Képhren et qu'il était d'ailleurs à son effigie. Ce qui était assez extraordinaire parce qu'avec le temps c'était bien difficile de contrôler une telle chose. Mais il se trouve que depuis quelques années,
eh bien, tout cela est remis sérieusement en question par qui? Eh bien, par des géologues. Des géologues se sont aperçus que les strates qui recouvraient la poitrine et le dos du sphinx, eh bien, ne représentaient pas, comme on pouvait le croire jusqu'à présent, des cavités à caractère éoliennes, c'est-à-dire des poussées de sable qui auraient creusé ces strates, mais des pluies absolument diluviennes. Et il se trouve que ces pluies diluviennes, eh bien, n'ont pu avoir lieu que 7000 ans avant notre ère. Donc, ça recule évidemment considérablement les effets de datation. Et à ce moment-là, ça rejoint ce que nous prêtons, n'est-ce pas, à la datation de ces pyramides. Le sphinx est visiblement tourné vers l'est, c'est-à-dire non seulement vers le soleil levant, mais là où se lèvent les constellations et surtout les astérix des 12 constellations du zodiaque. Hein. Donc, comme il a un aspect parfaitement léonin, donc on peut dire qu'il a été construit avec une tête de lion, nous allons le voir dans un instant, et qu'il signifie que sa construction, il nous indique en quelque sorte la date de sa construction qui se situe dans le lion, c'est-à-dire un peu plus de 10 000 ans avant notre ère. Alors, son corps tel qu'il se présente, eh bien, n'est pas du tout harmonieux. Vous voyez qu'il est disproportionné vis-à-vis de cette tête anthropomorphe qu'il a aujourd'hui. Si nous faisons venir une tête de lion, nous voyons que les formes s'harmonisent beaucoup mieux. Donc on peut supposer qu'à une époque indéterminée, cette tête de lion, à l'origine, a été frappée par la foudre ou par tout autre incident, et une sculpture a été reportée dessus, on a retaillé la pierre, c'est fort possible de l'envisager ainsi. Alors ce sphinx, et pour terminer, aurait un nombre de mètres de sable très important qui dépasserait 100 mètres probablement s'il n'avait pas subi cet désensablement qu'on lui connaît. Il serait complètement enfoui sous les sables. Alors à côté de ce sphinx se trouve le temple de la vallée. Ce que l'on peut dire de lui, c'est qu'il a tout de même des blocs de plus de 100 tonnes et qui sont ajustés à la perfection, et là aussi qui posent quand même un certain problème. À côté se trouve une allée dite processionnaire, nous allons voir ce qu'elle représente, qui va de ce temple qui longe le sphinx et qui rejoint la pyramide dite de Képhren. Alors là, nous changeons un peu de sujet, mais comme il va être question de cette constellation d'Orion, nous ne pouvons pas passer sous silence quelqu'un qui a été un précurseur en la matière, qui a trouvé cette corrélation d'Orion. Elle a été établie par Robert Bauval dans les années 1990. Il a écrit un ouvrage, Le mystère d'Orion, édité chez Pygmalion, que certains d'entre vous connaissent, ont lu et ont pu vibrer à cela parce que déjà là, il soulevait un énorme problème. Donc il a rallié immédiatement les suffrages de certains scientifiques, peut-être plus éclairés que d'autres ou plus courageux, qui n'ont pas hésité à rallier son avis, à trouver la chose plausible, alors que d'autres, au contraire, se soulevaient en polémiques intenses qui n'ont pas cessé jusqu'à ce jour. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à partir de cet instant, Robert Bauval, que nous connaissons d'ailleurs personnellement, qui vit à Londres, a créé un tel mouvement, un tel état de pensée parmi les égyptologues, qu'il n'y a pas aujourd'hui une parution de par le monde
qui peut se faire en français ou à l'étranger, où il n'est pas mentionné que ces étoiles dites du baudrier d'Orion, c'est-à-dire les étoiles centrales de la constellation d'Orion, déportées, ne se substituent pas aux pyramides. Alors, la première, il est évident que l'on peut caler la première étoile, qui est Alnitak, n'est-ce pas, celle-ci. Nous pouvons la caler sur la pyramide de Khéops, donc elle tombe fatalement au milieu. En ce qui concerne l'autre étoile, qui est Al-Nilam, l'étoile la plus éloignée en années-lumière, nous le verrons dans un instant, se cale sur Képhren, mais pas vraiment. Elle trouve un décalage par rapport à son milieu de 3 ou 4 mètres. Et puis, enfin, un décalage beaucoup plus important en ce qui concerne Mykérinos, un décalage dont le milieu tombe sur le flanc de cette pyramide. Alors tout cela nous a évidemment intrigués, et nous avons pu trouver avec le temps que l'un et l'autre possédaient justifiaient, si vous voulez, leur position, aussi bien les pyramides que les étoiles. Et ça, c'est absolument merveilleux. Mais alors, ça nous a demandé des années d'études pour parvenir à ce résultat. Alors, voilà ce que nous pouvions dire sur Beauval, lui rendre au moins cet hommage. Alors maintenant, si nous nous intéressons au site lui-même, nous pouvons tracer à partir du Sphinx, voyez-vous, en longeant le côté de la pyramide de Képhren, nous avons un lever d'horizon qui se trouve ici, c'est-à-dire le soleil levant se trouve ici et le coucher du soleil se trouve ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les derniers rayons du soleil couchant inondent le côté de Képhren et du Sphinx. Et pourquoi? Eh bien, sans doute pour ce qui va suivre, c'est-à-dire que si nous faisons venir un rectangle d'or à partir de Képhren, il se juxtapose dans la verticale du sommet de Mykérinos. C'est pas inintéressant parce que nous allons voir que le nombre d'or joue un rôle prépondérant dans la disposition sur le site de ces pyramides. Alors il faut se dire que si nous écoutons les égyptologues, surtout les experts en la matière du site de Gizeh, ils nous disent que ces pyramides ont été placées là au hasard du relief ou de la topographie. Eh bien, il n'en est rien, ces pyramides ont vraiment été pensées, mais à une échelle qui n'est pas du tout le niveau que nous exploitons naturellement. Alors, allons un petit peu plus loin. Oui, alors, il est bon peut-être de signaler les 4 points cardinaux, le levant sur la tête du Sphinx, le couchant sur la base de Képhren, le sud sur le centre de Mykérinos, le nord sur le rectangle d'or de Képhren. Vous l'aviez vu. Là, nous avons le plan masse, toujours du plateau de Gizeh. C'est un peu comme si nous survolions ces pyramides en hélicoptère en vol stationnaire, hein, vous l'avez compris. Donc, si nous faisons venir toujours, comme dans le premier, un rectangle d'or sur la pyramide de Khéops, eh bien, voici ce qui se passe. Nous avons 8 rectangles d'or qui couvrent absolument le site. Et cela, les égyptologues ne l'ont jamais découvert, ne l'ont même jamais pensé. Et sans doute que si on leur avait dit, ils ironiseraient sur la chose, mais là nous avons des preuves mathématiques absolues et ça laisse perplexe. Ça veut dire que ces pyramides ont bien été pensées à une échelle qui en partie nous échappe. Alors la construction d'un cercle d'or, on entend rarement parler d'un cercle d'or, nous allons voir comment il se construit parce que c'est très important pour nous de le faire figurer dans le contexte de Gizeh. Alors d'abord un cercle, et nous faisons venir dans ce cercle une pyramide, celle de Khéops en l'occurrence.
nous plaçons le sommet sur la partie horizontale, vous le voyez, et la partie verticale, eh bien, longe le côté de Khéops. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin, puisque les angles, vous voyez, touchent la circonférence de ce cercle. Donc, à partir de là, nous allons voir pourquoi. Faisons venir ici un carré virtuel qui a la même dimension que Khéops. Traçons une diagonale, par exemple, nous obtenons bien évidemment la racine de 5. Le même carré qui se trouve ici. Faisons venir maintenant une pyramide, mais la même pyramide, Khéops, mais qui se trouve au centre. Et voici l'originalité de la chose. C'est quand nous plaçons un rectangle d'or, eh bien, il touche la limite de la circonférence. Alors à partir de là, on peut déjà imaginer tout un contexte que nous allons retrouver sur le site. Alors vous voyez, vous commencez à vous habituer à la chose, hein, la petite étant Mykérinos, Képhrène et Khéops. Nombre d'or, vous allez voir ici, il n'est question que d'harmonie. Mais vous allez voir comme c'est beau, et on est loin, bien loin évidemment, d'avoir placé ces pyramides comme cela, quoi, sans qu'il y ait une étude fondamentale de fait, et simplement pour le coup d'œil, pour le panorama vu de la ville du Caire. C'est bien autre chose. Voici, nous faisons venir donc un nombre d'or ici, nous l'avons vu. Là, nous allons faire venir une autre pyramide fictive, l'emplacement exact du sphinx, hein, nous avons matérialisé tout ça pour que ce soit beaucoup plus explicite et harmonieux. Et puis si nous faisons venir un carré, nous englobons le tout. Et si nous faisons en sorte qu'un rectangle se positionne, c'est un rectangle équilatéral, c'est-à-dire que, je vous le rappelle, il a 60, 60, 60, il ne veut pas avoir d'autres angles, et lorsqu'il se positionne dans ce carré, il nous sépare la pyramide de Képhrène de son appendice, si vous voulez, de nombre d'or. Et la signification d'ordre symbolique de ce triangle, c'est la lumière, c'est une signature presque divine, si j'osais la chose. Là, nous voyons encore les pyramides vues du haut, et nous allons voir que ça va beaucoup, beaucoup plus loin, puisque nous obtenons cela. Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0000. Et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi. Hein, multiplié par x. En ce qui concerne, on pourrait s'étonner en ce qui concerne Mykérinos, qu'elle ne rentre pas dans le jeu, bien si elle rentre d'une manière très subtile, de la manière suivante. Et si nous plaçons une diagonale, voici ce que nous obtenons. 3 milieux assez originaux. Le centre ici, le centre de Képhrène, et puis vous voyez le centre ici. Voilà, ça pourrait passer pour des banalités. C'est une haute pensée, car ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule, comme cela, bien que ça soit douteux. Il se peut aussi que ça soit une formule pensée. 1, 2, 3, 10, 100. Ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. Ça ne peut pas être autrement. Et à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des grandes constantes, des constantes de l'univers. Alors nous verrons dans un instant ce que sont ces constantes. Alors, vous voyez, là nous allons voir autre chose, de quelque chose
aussi d'absolument merveilleux dont on ne peut absolument pas se douter. Si nous faisons venir un premier cercle comme ça, vous voyez qu'il englobe et l'angle de Khéops et le milieu de Képhrène. Nous allons partir d'un angle de Képhrène et à ce moment-là nous englobons le milieu de Mykérinos et le milieu de Khéops. C'est assez extraordinaire. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que la demi-circonférence du petit cercle est égale au diamètre du grand. Si nous poussons la chose, alors je vous fais grâce, si vous voulez, de ces calculs, simplement 12 712,51, c'est exactement la Terre, la dimension de la Terre au pôle sans la glace, sans la valeur moyenne de la glace. Vous savez, la glace, ça fait 1,5 km environ, ça fait parfois 800 mètres, mais la moyenne peut se situer là. Donc comment ces gens-là pouvaient savoir cela, à moins que, si nous nous fions aux cartes de Péréreste ou autres, eh bien qu'à une époque, n'est-ce pas, et il se peut fort bien que la calotte glaciaire du pôle sud de l'Antarctique était dégagée. Alors nous utilisons ce que nous donnent les satellites aujourd'hui, c'est-à-dire avec 1 km de 200 de plus, en ce qui concerne les pôles. Là, voyons encore les pyramides vues d'en haut. Elles sont disposées d'une manière différente, mais elles ont toujours la même symbolique. Alors c'est quelque chose de très simple, mais de très beau. Nous prenons les deux angles extrêmes, nous faisons un cercle, et voilà qu'apparaît un triangle équilatéral, et puis de l'autre côté, un carré losangé, comme ça, qui nous donne la diagonale de Khéops. Et vous voyez, ce sont ces choses répétitives, complémentaires, qui font et l'originalité des découvertes, et en même temps le côté exceptionnel. Et là, nous allons voir autre chose, bon c'est un petit peu mythique, car pour les Égyptiens, il était toujours question d'une double face des choses. Il y avait le virtuel, le réel, le temporel, le spirituel, le côté caché, le côté vu. Et si nous tenons compte de cela, voilà, alors vous avez compris, un côté virtuel, n'est-ce pas, à gauche. Si nous faisons venir une pyramide, elle est à l'échelle exacte de la pyramide de Khéops. Parce qu'autrement, ça serait facile, évidemment, de faire des pyramides avec des angles différents. Là, non, pas du tout. Nous sommes tributaires d'angles vraiment rigoureux. Alors, voici ce que nous obtenons. C'est déjà fort étonnant. Si nous faisons venir un carré qui est en somme le carré base de la pyramide, puisque vous voyez, la pyramide atteint ses limites. Donc, on peut s'imaginer qu'en étant redressé, il y en a 4 comme cela, et ça nous donne la pyramide vue d'en haut, n'est-ce pas? Eh bien, si nous plaçons, en plus de cela, une architecture intérieure, nous voyons que la chambre souterraine, par exemple, se limite à cette ligne horizontale. Et qui plus est, elle tombe sur le centre de Khéops. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant, quoi. Ça donne tout de même à réfléchir. Alors là, nous allons voir quelque chose de décoiffant. Nous allons prendre, alors c'est parfaitement arbitraire ça, nous imaginons simplement un cercle dont le diamètre se situe à l'extrémité de Mykérinos et l'autre diamètre à l'extrémité de Khéops. Nous ne pouvons pas faire le cercle plus grand et plus petit si nous admettons cette option. Nous prenons cette option. À partir de là, nous considérons que ce cercle, c'est la Terre. OK ? Et après, nous allons faire venir un autre cercle, beaucoup plus petit évidemment, celui-ci, autour de Khéops, comme cela. Eh bien, il se trouve que c'est la Lune. La Lune, avec en pourcentage 0,000.
C'est-à-dire que Khéops nous donne exactement la Lune par rapport à la Terre. Complètement suffocant. Et si nous ne sommes pas satisfaits de la chose, eh bien, la chaussée processionnaire en question, où on pouvait se questionner sur sa valeur et sa réalité et sur ce qu'elle nous indiquait, eh bien, elle passe le temple de Képhrem, et probablement le Nao d'ailleurs, et puis elle va directement se situer au centre de cette terre. Si nous allons encore plus loin, alors ça ce sont les chiffres qui confirment la chose, si nous faisons venir une diagonale, n'est-ce pas, qui passe par les deux extrémités, c'est-à-dire Khéops et Mykérinos, nous obtenons 23,30, d'un côté comme de l'autre. 23,30, c'est l'inclinaison sur son axe de la Terre. Donc, la Terre subit, vous savez, elle a plusieurs cycles. Elle a un cycle qui est bien connu de 25 000 ans. Elle en a deux autres. Alors, il y en a un qui est infime, mais nous n'en parlerons pas. Elle en a un autre qui est de 41 000 ans. C'est l'oscillation qu'elle effectue au cours, justement, de son cycle, n'est-ce pas, elle agit comme une toupie, un petit peu autour de son axe, mais elle oscille. Et ce cycle fait 41 000 ans. Donc en 41 000 ans, elle passe de 21,2 à 25,4. Et le milieu, c'est 23,30. C'est exactement ce qui nous est indiqué ici. Et nous sommes en ce moment à 23,27 d'inclinaison sur l'obliquité de l'écliptique. Alors, si nous allons encore un peu plus loin, et toujours cette signature divine, pourrait-on dire, voici ce que nous obtenons. C'est-à-dire un triangle équilatéral dont le côté partage le milieu de Khéops. Alors tout ça est quand même assez suffocant pour le hasard qui jette les pyramides sur le relief de ce terrain. Ça va tout de même un petit peu plus loin. Et ça, bien sûr, nous sommes à même à le prouver de manière absolument rigoureuse, parce qu'autrement ces travaux ne vaudraient strictement rien. Et ils ne nous auraient pas intéressés, d'ailleurs nous-mêmes, parce que c'est très facile de tricher, mais il est beaucoup plus facile de découvrir, beaucoup plus difficile de découvrir. Mais par contre, quand on l'en découvre, et quand on découvre autant de choses qu'on a pu le faire, puisque en somme, ce que vous voyez, nous en sommes à plus de 600 diapositives animées maintenant. Donc c'est absolument colossal, quoi. Hein. Et nous en utilisons là que très peu pour vous faire une démonstration. On vous garderait pendant 2 jours, mesdames et messieurs. Alors, la deuxième partie, c'est l'implication de la constellation d'Orion au sein de la structure. Alors, ce qu'il nous faut savoir, c'est que cette constellation d'Orion, elle ne peut pas descendre plus bas qu'un certain niveau, qui se situe environ à 9 degrés au-dessus de l'horizon. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, si un observateur se trouve là, cette ligne représente à peu près les 9 degrés au-dessus de l'horizon. Et elle ne peut pas monter plus haut que 58 environ, hein, ne peut pas monter plus haut. Alors, voici ce qu'elle décrit dans le ciel, dans ces 9 degrés. Voici. Ça, c'est au cours d'une journée, ou d'une nuit plus précisément. En 10 500 avant Jésus-Christ, voilà où elle était. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas descendre plus bas. Et c'est là que tous les indices nous prêtent à penser qu'il y a eu la construction de ces pyramides, et principalement celle de Khéops. D'ailleurs, c'était une indication absolument magistrale. En 2013, où nous sommes, la constellation pourrait se trouver là. Et puis, là, quand elle arrive à son niveau maximal, eh bien, elle se trouve ici, un tout petit peu moins, 2480 et quelques de nos jours. Okay. Donc, cela veut dire en clair qu'elle monte pendant 13 000 ans, si on arrondit à 26 000 le cycle, hein, et elle s'abaisse pendant 13 000 ans. Alors, ce qu'il faut voir, quand je dis elle monte ou elle s'abaisse, pardonnez-moi,
Ça signifie en clair que c'est nous, n'est-ce pas, qui observons un mouvement de rotation. Mais la constellation elle-même ne bouge absolument pas dans le ciel. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme lorsqu'on dit le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Bien non, il n'a jamais fait ça, le soleil. Jamais. C'est nous qui tournons, n'est-ce pas, et qui avons l'impression qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il en est de même des constellations. Elles ne bougent pas, d'abord elles sont trop lointaines, celles qui forment la constellation d'Orion. Nous allons le voir dans un instant. Elles ne bougent pas, mais nous avons cette impression. Mais ce qui compte, c'est l'impression, car tout est calculé, semble-t-il, sur les observations que nous pourrions faire. Comme ces gens-là nous incitent, je dis ces gens-là, ces entités, ces êtres, nous incitent à changer d'optique, véritablement, hein, nous qui sommes rivés à la matière, eh bien, avoir quand même autre chose, avoir une autre perception des choses. Et là, à ce moment-là, nous faisons jouer nos deux cortex cérébraux, le gauche et le droit. Certains d'entre vous savent de quoi je veux parler. Là, nous allons voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Il s'agit, alors vous reconnaissez la constellation d'Orion, la plupart d'entre vous l'ont vue, l'ont admirée, surtout bien sûr en Occident, enfin dans nos régions. Oui, maintenant, vers 22h, 23h, jusqu'au mois de février, ok, elle est splendide. Et d'ailleurs, elle est tellement belle, enfin peut-être pas à Paris, parce que l'air est pollué, comme vous le savez, mais en montagne, vous avez... c'est extraordinaire, lorsque vous avez vu la constellation d'Orion, toutes les autres étoiles disparaissent, vous ne voyez plus que cela. Vous ne voyez plus que cela. Et vous voyez aussi une autre étoile qui se trouve environ ici, par rapport à la constellation, qui est l'étoile Sirius, et qui est la plus belle, sinon, oui, la plus belle étoile du ciel. Elle était dédiée à la déesse Isis. Hein. Elle est absolument magnifique. Donc, ici, si nous faisons venir un trait, par exemple, que nous situons empiriquement ici, ça serait la distance en années-lumière que représente cette étoile. Cette étoile est Bellatrix. Hein, elle nous donne 241 années-lumière, c'est pas rien. Si nous faisons venir une autre étoile, Bételgeuse, alors Bételgeuse, je vous cite au passage que c'est une géante rouge, et elle fait 750 fois notre Soleil. C'est immense, hein, immense. Et ces distances que je vous indique, ce n'est pas des distances à la Terre, ça serait ridicule, c'est les distances à notre système solaire. Hein, bien évidemment. Alors, faisons apparaître maintenant le reste, pour que ça ne soit pas trop fastidieux. Voici ce que nous avons comme résultat, en tenant compte tout de même d'une chose qui est assez extraordinaire, c'est le fait que l'étoile centrale, qui est ici Al-Nilam, eh bien, se trouve à 1341 années-lumière. C'est l'étoile la plus éloignée, et elle se trouve au centre de ce baudrier. Vous savez, ce baudrier qu'on appelle aussi les trois mages, la ceinture d'Orion. Oui, dans l'Antiquité, c'était considéré comme la ceinture du chasseur qu'était Orion. Chez les Grecs, mais chez les Égyptiens aussi, qui le prenaient pour le grand marcheur. Ça, le grand marcheur. Donc, ici, nous avons... Les deux autres étoiles qui entourent celle qui est la plus lointaine sont également les plus éloignées. Tout de même curieux pour le centre. Et alors, si nous prenons l'idée absolument saugrenue, a priori, de faire le total de ces années-lumière, nous obtenons 5236 années-lumière. Alors vous me direz, pourquoi pas 7828? Oui, ça pourrait être le cas. Mais il se trouve que 5232, 05232, c'est la coudée égyptienne qui construit tous les temples d'Égypte. Tous les temples d'Égypte ont été construits avec cette coudée. Et que, multipliée par 6, elle nous donne le nombre pi. Si vous avez des petites calculettes dans vos poches, vous pouvez le réaliser immédiatement et vous verrez ce qu'il en est. C'est quand même assez extraordinaire, non? Que
cette disposition des étoiles dans le ciel soit une référence primordiale pour nous, et que personne jusqu'à maintenant a soulevé ces choses, et qu'elles sont parfaitement vérifiables, scientifiquement parlant. Alors tournons-nous vers ce ciel et revoyons un peu cette constellation pour savoir comment nous avons imaginé, pour que ça soit plus logique pour nous, que l'on puisse effectuer un travail efficace, nous avons imaginé que cette étoile Bellatrix et cette étoile ici qui s'appelle Rigel, eh bien, entre ces deux étoiles, nous avons imaginé le côté de la pyramide de Khéops. Le côté. À partir de cet instant, il nous suffisait, puisque c'est un rectangle, de faire un effet miroir et d'obtenir quoi? Un carré. Et en plus, qui plus est, passer par Zaïf. Donc ça nous donne 90 degrés absolus. Alors ici, si on met un petit toit, ce n'est pas n'importe quel toit, pour différentes raisons, mais surtout une, il fait 144 degrés. Les 144 degrés bibliques et tout, que l'on voit dans beaucoup de textes anciens. Alors nous voyons qu'il y a une petite différence avec Bételgeuse et qu'elle ne tombe pas exactement dans la lignée verticale. C'est 100 fois plus formidable que si elle tombait vraiment dans la lignée verticale. Mais ça, nous n'aurons peut-être pas le temps de le développer. Alors ici, nous avons en quelque sorte le carré base de la grande pyramide sur lequel nous allons pouvoir travailler, puisque nous avons compris ce qu'il en était. Alors revenons un petit peu en arrière de 10 000 ans, non, de 12 000 ans de notre ère, plus de 12 000 ans de notre ère, pour voir ce qu'il en est réellement. Et alors, nous avons toujours un observateur, et nous voyons ce qu'était à ce moment-là la constellation et l'étoile Sirius quand elle se levait à l'horizon. Hein. Il s'agit là d'un logiciel astronomique professionnel. Hein. Donc il n'y a pas de doute possible. Alors je ne sais pas si vous voyez distinctement à l'écran les étoiles qui se trouvent là. Il y en a 3, n'est-ce pas, qui sont le baudrier. Et puis les étoiles qui se trouvent là, Bételgeuse étant ici. Alors pour les marquer davantage, on va les faire venir en surimpression. Là nous avons le méridien. Et cette étoile Sirius, qui, comme je vous l'ai dit, est la plus belle étoile du ciel, et en même temps c'est une voisine, parce qu'elle se trouve à 8,6 années-lumière de nous. Vraiment une voisine, on n'a plus qu'à taper à la porte. Et là, nous faisons venir le fameux carré que l'on a vu il y a un instant. Voici comme il se positionne. Et en même temps, ça nous reporte à des légendes beaucoup plus lointaines, au Béthyle des dieux. Hein, le Béthyle des dieux, c'était peut-être pas autre chose que ça finalement. Et ce monument est vu ici en plan et en coupe. Alors il se pose sur l'horizon tel un témoignage. Alors pardonnez-moi de vous faire parvenir cette vue, mais elle est très explicite. Pour les Égyptiens, la perspective était la suivante. Vue d'en haut, quand il s'agissait, alors en plan, bien évidemment, pour voir piscine, conduits, canaux d'irrigation, etc. Et évidemment, on les voyait d'une manière très visible, on voyait tous les contours où ils allaient exactement sur le plan, alors que l'on ne pouvait les déceler au niveau du sol, ça allait de soi. Mais pour la végétation, par exemple, autour, eh bien c'était très difficile de savoir quelles étaient les essences entre un palmier double, un caroubier ou un séquoia ou je ne sais quoi d'autre. Donc à ce moment-là, on voyait les essences de profil, c'est-à-dire en coupe. Donc pour eux, la lecture était très facile, ils étaient habitués à cela, c'était une sorte de perspective. Donc c'est ce que nous utilisons un peu ici. Ici, la coupe, c'est-à-dire nous voyons la pyramide telle qu'elle est. Si nous étions touristes, eh bien on se situerait où se trouve la flèche pour la regarder, ok. Et si nous la survolions en hélicoptère, eh bien à ce moment-là, il faudrait considérer le carré, n'est-ce pas?
Voilà. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est très pragmatique, parce que nous avons aussi, dans les légendes, sur les fresques, on trouve ça sur les bas-reliefs aussi, des fois on s'interroge sur la signification de tout cela. Bon, nous avons ici Osiris, il a une croix ici, dont jamais aucune explication n'a été fournie, tout de moins que je sache. Ici, il a ses 3 septes, on voit l'éca, on voit l'oise, et puis le flagellum ici, avec 3 petites boules ici à la sortie. Ces boules, c'est étrange quand même. Est-ce qu'on pourrait pas situer les étoiles ici, et puis les 3 petites boules ici, qui représenteraient par exemple la croix, une croix comme ça qui rejoindrait ces étoiles que l'on considère cadres, et puis les autres ici, le baudrier, les 3 étoiles qui nous sont devenues familières. Alors vous voyez, ça prend une toute autre signification, ce genre de schéma. On peut voir. Alors, c'est précisément ce que nous allons voir ici. Si on rejoint les étoiles telles qu'elles figurent ici, c'est-à-dire les étoiles cadres, eh bien nous obtenons une croix, la fameuse croix de Saint-André classique que nous connaissons tous. Mais ce que nous connaissons moins, c'est ceci. Les angles de la pyramide nous donnent, les angles de la croix, de cette fameuse croix d'Orion, nous donnent 51, 51, 14. Alors vérifiés mathématiquement par des mathématiciens et autres. Nous obtenons pour le reste, puisque nous avons 360 degrés du cercle, nous obtenons pour le reste 2 fois 51, 14, et puis 2 fois 76, 17. Alors nous allons voir tout ce que cela représente. Faisons venir en 3D, par exemple, le module de la pyramide, qui se présente comme cela. Nous allons voir que les parties or, par exemple, se situent au niveau des apothèmes, en bas, et qu'ils font véritablement 51, 51, 51, 4 fois 51. Ok ? Et que les 76, eh bien, ce sont les 2 du haut. Ce sont les 2 qui forment le sommet de la pyramide. Il n'y en a besoin que de 2, puisque ça fait cela, n'est-ce pas? Et notre pyramide est construite avec Orion, avec une précision absolument folle. C'est-à-dire qu'elle peut faire 10 cm et être sur notre étagère, ou 500 mètres de haut, et être je ne sais où. Son volume va bien sûr grandir considérablement, mais ses formes seront assujetties au nombre trouvé dans la constellation d'Orion. Alors cette croix d'Orion, ça va plus loin quand nous faisons figurer, si vous voulez, l'architecture intérieure, parce qu'il se trouve que le croisement arrive pile sur la montée. Alors là, nous avons la syringe qui descend, n'est-ce pas, à la chambre souterraine, qui passe pour un tombeau, qui passait pour un tombeau, mais ils se sont loupés. Oui, ça n'a pas été tout à fait ça, donc ils se sont dit, on va construire une seconde chambre ici, et puis ils ont dit non finalement. Alors il faut croire que le roi n'était pas encore mort, qu'il insistait pour être plus haut, donc on a construit encore cette chambre, et puis là il a dû mourir parce qu'autrement nous en serions là. Voilà ce qui nous est dit d'une manière très sérieuse, et il faut admettre ça, et voilà. Et on ne nous présente pas ça comme une théorie, ce qui serait admissible, en disant, bon, écoutez, notre théorie, c'est cela. Bon, une théorie est une théorie, après tout. Mais là, non, ce sont des affirmations péremptoires qui sont enseignées dans le monde entier, comprenez? Alors, quand nous voyons cette croix qui se situe juste à la montée, vous savez, qui rejoint la grande galerie et la chambre du roi, on peut tout de même s'étonner. Et si nous faisons, alors, si nous suivons la ligne des apothèmes et nous poursuivons jusqu'à l'étoile Sirius, qui se trouve en bas, ben c'est formidable. Vous savez, ça va plus loin. Hein. C'est l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Hein. Blanche-Neige, cette étoile absolument merveilleuse du ciel, Blanche-Neige, et les 7 nains.
Vous savez, tout ça a des ramifications absolument incroyables. Nous ne sommes pas à même d'en saisir le sens véritable. Voilà, là, nous allons voir une chose complémentaire. Alors, on situe encore le croisement d'Orion par rapport au baudrier. Nous faisons venir un pentagramme. Nous voyons qu'il touche les apothèmes ici, et que ici, il se limite à une horizontale qui passe précisément par ce point. Le cercle que vous voyez ici est un cercle dit de quadrature, hein, c'est-à-dire qu'il a la même surface que le carré base. Alors, si nous poursuivons ces lignes, nous obtenons un point ici. Bon, il se trouve que si nous faisons descendre, par exemple, un triangle équilatéral qui réunit, qui trouve sa pointe exactement ici. Si nous faisons monter un autre, eh bien, vous voyez, il rejoint les angles du pentagone, ici. Et si nous traçons un cercle ici, ce cercle, ce n'est pas rien. Il est exactement à l'échelle du Soleil. Car si nous tenons compte que la pyramide fait 147 mètres de haut, ce cercle, alors son diamètre bien évidemment, va se situer en fonction, et ça fait 1 392 000, hein, le Soleil, donc ça va faire 139, vous voyez. Eh bien, nous faisons venir à l'intérieur un triangle équilatéral circonscrit, eh bien, il se trouve que sa pointe arrive ici, et sa base nous donne la base de cette pyramide que nous considérons céleste, pour des tas de raisons que nous n'aurons peut-être pas le temps d'expliquer. Faisons venir ça dans le détail, une architecture maintenant, telle que celle que nous avons vue précédemment, mais avec des projections, peut-être prises par Humboldt, mais j'en suis pas sûr, des projections, en tous les cas, de la constellation d'Orion. Alors nous voyons la précision que l'on attache à la chose. Vous voyez, ce sont des vues, ça, qui sont des relevés de logiciels astronomiques, donc, et professionnels qui plus est, hein, donc on ne peut pas tellement les mettre en doute. Alors nous voyons que ces étoiles se positionnent exactement sur les angles que nous avions prévus, les angles à 90 degrés, ainsi que Zaïf d'ailleurs. Et puis les trois étoiles centrales se positionnent de cette façon. Ce que vous voyez ici, c'est une nébuleuse, ce n'est pas une étoile. La fameuse nébuleuse d'Orion, où quand on est astronome amateur, on regarde ça avec admiration parce qu'il y a des couleurs absolument fantastiques, mais ce ne sont pas des étoiles, ce sont des étoiles en formation, nous dit-on. Si nous ferons un cercle autour de ce baudrier et que nous faisions apparaître un triangle, toujours équilatéral, hein, puisque ce triangle de lumière, c'est fabuleux, eh bien, nous entourons le milieu des deux étoiles extrêmes. Et le centre se trouve au centre même du triangle. Alors, faisons apparaître une ligne horizontale qui est vraiment celle de la pyramide, c'est-à-dire que nous arrivons là vraiment à l'extrémité de la pyramide et nous considérons ce petit développement comme la ceinture. Nous allons voir pourquoi. Et nous allons voir aussi pourquoi nous élevons légèrement la pyramide. Si nous faisons venir des droites, n'est-ce pas, qui épousent la forme du triangle, nous apercevons que ça, c'est l'entrée pyramide, que cela nous donne exactement le milieu du triangle qui est un peu déporté par rapport à l'étoile Zaïf, parce que l'étoile Zaïf ne fait pas tout à fait 30 degrés, mais pour des raisons qui s'expliquent autrement, elles sont merveilleuses, mais par contre cette ligne fait absolument 30 degrés. Elle nous donne l'angle du triangle équilatéral, puisque 2 fois 30, 60. Là, ça rejoint l'apothème. Et puis, donc, ce sont les points névralgiques de tout ça. C'est tout de même admirable, ça nous fait voir que les positions centrales de ce baudrier ne sont pas faites comme ça, quoi, au hasard, comme on serait tenté de le croire. Alors, troisième partie, les éléments structurels et chimiques. Nous allons voir que c'est très intéressant aussi.
si vous avez une petite calculette sur vous, mais peut-être ne l'avez-vous pas, ça serait intéressant de voir la chose suivante. Si nous prenons le chiffre 4, okay, rien de plus simple, nous obtenons, alors si nous considérons évidemment qu'il s'agit là d'une circonférence, nous obtenons 1, 27, 32, 395, 44. Il se trouve que cela, mesdames et messieurs, c'est une grande constante de l'univers. Voilà. Et que ces gens-là utilisaient les grandes constantes universelles, et non pas une science comme la nôtre, ce qui nous différencie considérablement. Eh bien, ça, on peut dire que c'est la clé qui ouvre la pyramide. Alors pourquoi d'abord? Alors pour des subtilités, nous n'allons pas non plus rentrer dans les détails, mais au moins une, c'est que lorsque nous avons la hauteur, par exemple, de la pyramide et que nous voulons trouver la base, eh bien, il suffit pour ça de diviser par ce nombre, ici, pour trouver la base. Et inversement, quand nous avons la base, on peut trouver effectivement la hauteur. Alors, la pyramide est un indice 3 fois reporté. Souvenez-vous de ce que l'on vient de voir, hein, du chiffre que l'on vient de voir. Là, nous avons une petite clé, 2 petites clés, qui ont exactement le même chiffre, le même nombre que nous venons de voir. C'est-à-dire, en somme, c'est, je vous le rappelle, le diamètre de la circonférence de 4. Okay? Ici, nous avons également le même nombre, mais nous déplaçons la virgule de 4 unités. Okay? Et maintenant, nous allons faire le total de tout cela, 12 734,94. C'est exactement la valeur moyenne de notre globe sur lequel nous nous tenons, au mètre près, avec le chiffre 4. Hauteur sur le roc de la Grande Pyramide. Les Égyptiens étaient censés ignorer le mètre. Ils ne connaissaient pas. Or, ceci prouve que ce n'est pas vrai. Si nous considérons que la pyramide fait 140 mètres, 13, 17, etc., comme nous avons pu la mesurer, alors maintenant, il y a 25 ans, 30 ans même presque, j'avais trouvé ceci à la décimale près, c'est-à-dire pratiquement au centimètre près, mais tous les livres que je pouvais ouvrir là-dessus, eh bien, indiquaient tout autre chose, quoi. C'était à 10 ou 15 centimètres près parfois. Et maintenant, il se trouve que ça y est, on n'est plus à une différence que de 2 millimètres, je crois. Hein, ils ont considérablement affiné, avec des moyens satellitaires probablement, ils ont affiné leurs données. Donc je suis persuadé même que ces 2 centimètres, ils les rectifieront dans le temps et qu'ils seront assurément dans notre nombre, parce que nous, c'est une valeur à caractère ésotérique. Bien que le terme soit galvaudé, là, il a toute sa signification. Alors, séparons donc 1 mètre de cette pyramide. Bon, ben fatalement, nous obtenons ceci, 146 mètres. Et puis, il nous prend encore l'idée, tout à fait saugrenue, comme d'autres d'ailleurs, de diviser la circonférence moyenne de la Terre par exactement cela. Hein, donc, et nous obtenons cela, multiplié par 100, 365, 25, 637. C'est quoi ça? Eh bien, c'est exactement l'année sidérale dans toute sa composition, avec toutes ses décimales. Les scientifiques s'arrêtent généralement là. Hein, eh bien, nous allons plus loin. Voilà. Là, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais c'est tellement merveilleux que je ne peux pas... nous avons ici, n'est-ce pas, la hauteur, la hauteur de la pyramide. Alors elle ne change pas, ok? La hauteur ne change pas. Alors l'apothème devient 187,17, c'est cela. Hein, et puis la demi-base, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a dans la pyramide quelque chose que l'on connaît peu, c'est-à-dire une sorte d'appendice, on dirait une sorte de talonnade, si vous voulez. Parce que si, ça c'est le rebord du socle, hein, quand on se trouve en bas de la pyramide. De là à là, il y a une coudée, juste une coudée. Hein, c'est-à-dire les fameux 0,5236 que nous avons trouvés précédemment, qui sont dans Orion. Hein. Eh bien, si un homme, par exemple, se positionne ici, il a ses fesses ici,
son dos ici, sa tête ici, ses genoux ici, ses pieds ici, hein, voilà. Donc vous voyez, alors il est fort probable qu'au cours des processions, eh bien, il aurait été indiqué de se positionner de cette manière, de faire reposer leur dos contre cet apothème, parce que ça devait développer une énergie absolument considérable à l'époque où la pyramide était parfaite. Il y avait un revêtement qui le permettait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui a été reconstitué sur 3 mètres environ, et où cet appendice, si vous voulez, que l'on considère être le fruit du socle, hein, est nettement visible encore actuellement. Donc, si il nous prend encore une idée tout aussi folle de faire partir notre indice de cette extrémité, puisqu'on ne peut pas aller plus loin que la pyramide, c'est vraiment l'extrémité ici. Donc, faisons partir et essayons de rejoindre le sommet de la pyramide, quoi. On ne peut pas faire figure ici, bien évidemment. Eh bien, à ce moment-là, nous obtenons 450 mètres juste. C'est-à-dire que si nous multiplions par les 8 faces, pourquoi 8 faces? Eh bien, parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand les faces s'accolent comme ça, ça fait 8. Eh bien, nous avons 3600 mètres. Alors, ces 3600 mètres, ça va plus loin. Ça peut être les 3600 secondes qu'un marcheur effectuerait en 3600 mètres. Vous voyez, ce sont des indices comme ça qui sont tout de même extrêmement troublants. C'est comme si ces gens-là avaient voulu nous dire, eh bien, voyez votre environnement, votre entourage, la Lune, le Soleil, la Terre, tout cela, ça a une profonde raison d'être à l'infini. Vous devriez effectuer des calculs de ce genre pour trouver d'autres rebondissements, d'autres phénomènes qui vous mènent plus loin, qui dopent vos sens et vos facultés pour qu'il y ait une réflexion plus importante que celle que vous pouvez avoir arrivée à la matière. C'est un petit peu ça. Tout de moins, je les entends dire ça, au bout de tant d'années de réflexion. Là, nous avons la pyramide telle qu'elle se présente, et donc c'est sa hauteur, n'est-ce pas, que nous voyons là. Alors imaginons encore une circonférence. Voici ce que nous trouvons. Alors pourquoi pas, hein, non. Alors, ici, nous avons donc la hauteur, multipliée par pi, nous avons fatalement cela. Plaçons cette valeur au carré, rien de plus facile, nous obtenons cela. Divisé par 10 000, parce que pour que les calculs soient beaucoup plus faciles, voilà. Cette valeur est en autosimilarité mathématique avec le diamètre des pôles et de l'équateur de la Terre. Ce qui veut dire, en clair, que si nous avons la valeur moyenne de la Terre, que nous avons vu déjà tout à l'heure apparaître avec les 3 clés, vous savez, hein, eh bien, si nous faisons plus 21 que nous venons de trouver ici avec la circonférence, nous obtenons exactement au mètre près l'équateur de la Terre. Si nous prenons ça, et si nous faisons moins 21, nous obtenons les pôles de la Terre. Fort, hein? Ah oui. C'est ce que l'on s'est dit quand on a découvert ça. Quand nous faisons venir une ceinture centrale, je l'ai évoqué il y a un instant. Alors pourquoi une ceinture centrale? A priori, on pourrait penser qu'on cale bien la pyramide au centre. En fait, là, il nous faut tenir compte d'un partage en 4 de la hauteur de la pyramide. Si nous partageons cette pyramide en 4 parties, eh bien, nous avons exactement en haut les fameux 144 degrés dont je vous parle. Donc ça nous semblait tellement important qu'il a fallu qu'on ait ça. Et bien sûr que ça nous laisse... Alors, on peut considérer que c'est le périhélie. Nous allons voir pourquoi. Imaginons maintenant que cette partie ne représente pas 147 mètres, mais 147 millions de kilomètres. L'autre partie que nous allons faire venir, elle va manger la moitié de cette ceinture. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas 147,
mais 152 millions de kilomètres. Eh bien, mesdames et messieurs, ces deux parties, c'est exactement ce qu'effectue la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire que nous avons le périhélie. Le périhélie, bien, nous pouvons le situer au 21 décembre, c'est-à-dire au solstice, solstice d'hiver, et puis l'autre au solstice d'été. Alors, et les équinoxes se trouvent ici. Alors, je vais peut-être passer un peu vite. Là, bon, c'est absolument fabuleux. Il y a des légendes d'ailleurs là-dessus que j'aimerais vous conter si le temps qui nous était imparti pouvait le permettre. Sur les mythologies, les mythologies de Sekhmet, la lionne, et de la chatte Bastet, qui, quand la terre se rapprochait, eh bien, c'était la chatte du foyer. Elle rentrait au foyer. Et puis autrement, elle devenait aux équinoxes la lionne. Et donc, cette lionne, elle était chasseresse. Et elle s'éloignait le plus loin possible. Et à ce moment-là, les Égyptiens s'affolaient. Parce qu'ils ne savaient pas quand elle allait revenir, cette lionne. C'était vraiment inquiétant. Alors on battait des sistres, on faisait toutes sortes de choses, et puis le soleil s'affolait. Et à ce moment-là, il brûlait la terre, et il contraignait les hommes à des souffrances excessives. Mais par les rituels, par la musique, eh bien, la lionne finalement commençait à réfléchir, et puis surtout que le soleil la réprimandait fermement. Et à ce moment-là, cette lionne revenait, et elle redevenait chatte aux équinoxes et au foyer. Et voilà, je trouvais que cette histoire attendrissante est tellement, tellement significative. Si nous faisons venir comme ça 2 cercles, nous allons voir que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous pouvons le construire d'une manière purement géométrique. Purement géométrique. C'est-à-dire que là, les étoiles ne rentrent pas plus en ligne de compte, ni aussi bien Sirius, ce qui prouve le côté sensationnel de la chose. Voilà, d'une manière parfaitement géométrique, eh bien, se dessine, n'est-ce pas, cette pyramide. Alors bien sûr, faisons venir Sirius qui a véritablement cette place. Alors Sirius a un temps propre par rapport aux étoiles lointaines que sont celles de la constellation d'Orion. Alors un temps propre, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'elle est si proche de nous que nous pouvons la voir dans son évolution au cours des années. Et bien sûr, faire les calculs appropriés. Alors ce qu'elle nous donne sur le plan de la réalité pyramidale, absolument suffocant. Mais alors là, ça nous demanderait pas mal de temps. Alors, faisons venir le Soleil, que nous avons vu tout à l'heure. Alors, il nous donne cette ligne horizontale. Un autre rectangle qui est à l'échelle, un autre triangle, pardon, qui est à l'échelle de la base pyramide que nous voyons là. Et puis, et qu'est-ce que cela fait? Eh bien, ça nous rappelle quelque chose. C'est le Graal. Et oui, avec le pied en solaire. Ça, cette partie du calice absolument extraordinaire, parce que de ce point-là, voyez-vous, de ce point-là à ce point-là, il y a 200 mètres 0,0000. Et puis cette patène qui, avec ses 144 degrés qui sont aussi bibliques, qui recouvre le calice. Pour être certain, mesdames et messieurs, que l'origine du Graal vient de la pyramide. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, alors qu'il était repris sous des formes différentes, et notamment par les orfèvres qui en ont fait des pièces d'orfèvrerie tout à fait remarquables, que ce soit le cas des cathares qu'il est caché dans des grottes lointaines autour de Montségur. Oui, bien sûr, ça n'enlève rien à la chose d'ailleurs. Mais l'origine nous vient d'Égypte et de ces gens fabuleux qui nous ont indiqué la chose. Alors le Soleil, la Terre et la Lune. Nous allons voir que ce n'est pas rien non plus. Traçons un carré ayant une diagonale de 1. Très facile,
faisons venir un cercle de quadrature, comme nous avons vu tout à l'heure. Alors nous obtenons ça. Là, la circonférence multipliée par 360 nous donne ce nombre. Multiplié par 100 millions, n'hésitons pas, et vu au kilomètre, ça nous donne cela. C'est exactement le rayon du Soleil, avec 1 à la base. Et tout ça est dans la pyramide. Ce résultat équivaut à 362 rayons du Soleil regroupés dans une circonférence de quadrature d'un carré de diagonale 1. Ça aussi, ça nous scotche un peu quand même. Voilà encore la pyramide, l'horizon de Khufu. Certains de vous, si vous avez compulsé des livres égyptiens de l'égyptologie, et notamment sur la Grande Pyramide, vous avez dû vous apercevoir que Khufu se réclamait d'un horizon qui était le sien. Hein. L'horizon de Khufu, il y a aussi le cartouche qui se compose d'ailleurs, nous allons le voir. Voilà ce que ça signifie exactement. Si nous faisons venir le soleil, il est bien évident que si on prenons l'option que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser les apothèmes, bien sûr, et si on le met en deçà, il ne les touche pas. Donc nous avons fatalement cette image. Et si nous faisons venir un triangle équilatéral, eh bien, il nous donne l'horizon. Et voici ce que nous trouvons dans les hiéroglyphes égyptiens. Alors là, c'est le fameux KH égyptien, le son OU avec le petit poussin, le son F avec le petit serpent et le son OU de nouveau. Khufu, hein, c'est le nom du roi. Et puis là, Ak, alors encore, nous trouvons le KH, le T de Nout, et tout ça signifie horizon, hein, comme l'horizon 444. Et là, nous avons la pyramide en signe final qui nous indique évidemment ce que c'est l'additif. Alors ça aussi, c'est alors que les égyptologues n'ont jamais découvert cela, ils ne savent pas ce qu'est. Ici, il y a des hypothèses sur l'horizon de Khufu, mais c'est tout. Si nous faisons arriver là la Terre et la Lune, que nous ayons l'idée de tracer un cercle autour, eh bien, nous avons fatalement un diamètre. Hein. Il se trouve que ce diamètre est tout à fait extraordinaire aussi, car si nous reprenons la clé que nous avons vue tout à l'heure, cette fameuse clé que je vous dis être une grande constante de l'univers, hein, c'est-à-dire 1, 2, 7, 32, 395, 44. Eh bien, si nous avons l'idée de faire carré là-dessus, voici le chiffre que nous obtenons. Et ce chiffre que nous obtenons, quand il est multiplié par 10 000, eh bien, c'est exactement au mètre près le diamètre de la Lune et de la Terre réunis. Ça aussi, vous pouvez d'ailleurs le faire sur votre petite machine, si vous en avez une, vous serez suffoqué comme on a pu l'être. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, voici, hein, carré, et voici ce que l'on obtient. Alors, je vous rappelle que la Lune fait 3476,44. Alors, on prend des valeurs moyennes à la Lune. C'est ce que les scientifiques font. Parce qu'autrement, il y a quelque chose comme des 8 km de profondeur dans certains gouffres. C'est absolu. Donc, ce n'est pas possible, quoi. Puis d'ailleurs, les altitudes varient. Donc, il a été établi que des sommets et des gouffres, on a pris le plus grand gouffre, le plus grand sommet, on a établi une valeur moyenne, qui est celle-ci. Et la Terre, la valeur moyenne, sensiblement au 45e parallèle, nous donne ceci. Donc, les deux réunis, ça nous donne ceci, avec la valeur de 4, en partant de 4. Diamètre, et voilà, et on arrive à cela, et on a la Terre et la Lune. Bon, formidable, c'est pas... Voilà, alors faisons monter la pyramide ici. Alors considérons que ça c'est la Terre. Faisons venir ce fameux cercle qui englobe la Terre et la Lune. Voilà, nous obtenons des choses aussi belles que celle-ci.
parce que dans le diamètre du fameux cercle qui englobe la Lune et la Terre, voilà, ça tombe sur la chambre de la reine. Le triangle que nous faisons venir ici tombe sur la chambre du roi. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin. Si nous faisons venir un même triangle même qu'ici, eh bien, il nous donne la chambre souterraine. Voici venir la pyramide de nouveau avec son architecture intérieure. Et là, nous allons prendre l'option suivante. Nous allons nous dire que la Lune et la Terre vont se placer dans la pyramide. Et si la Lune et la Terre se placent dans la pyramide, eh bien, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, on ne peut pas aller plus loin. Si nous étions en dessous, eh bien, ça ne toucherait pas les apothèmes. Si nous étions au-dessus, ça les dépasserait. Donc, nous sommes obligés de tenir une ligne qui fait 162 par rapport à la hauteur de la pyramide de 147. Nous sommes tenus par cet impératif. Et quand nous sommes tenus par cet impératif, nous nous apercevons que ça passe par la base de la chambre du roi. Hein, c'est extraordinaire. Et puis là, ça nous donne sensiblement la syringe. La syringe, c'est un terme grec qui signifie une descente au sépulcre, qui n'est plus employé d'ailleurs. Donc là, voici ce que nous obtenons. Si nous faisons un cercle qui englobe le tout, qui englobe la Terre et qui englobe le sommet de la pyramide, il est bien évident que ça va nous donner un diamètre de ce cercle, qui n'est pas le même que le cercle de la Lune et de la Terre. Eh bien, ça nous donne la différence, la hauteur de la chambre du roi. Et c'est tellement vrai que si nous faisons venir un triangle équilatéral, lui, il nous donne le déplacement de la chambre du roi. Vous voyez? Avec même le début de la grande galerie. Et puis là, nous avons ces deux cercles qui pratiquement n'ont rien à voir, hein, puisque c'est la Terre et un cercle qui englobe les deux, ils sont sur la même ligne horizontale. Voilà, un carré, encore, le fameux carré Terre. Faisons arriver alors des modules qui représentent la Lune, maintenant. Et plaçons-les comme cela, hein, d'une manière un peu empirique. Voilà. On fait venir la Terre, qui a cet emplacement, les lignes centrales, et nous allons voir que déjà, là-dessus, bon, là, ça nous fait un chiffre 4, mais ici, nous avons aussi un indice de recoupement, vous voyez, et s'il nous vient à l'idée de faire un cercle qui n'est pas un cercle de quadrature, mais qui a un cercle qui a le même périmètre que le carré. Ok, c'est possible. Donc, à ce moment-là, ça nous donne le centre de la Lune. Et ça nous indique la circonférence de la Terre. Alors, la Terre, la Lune, la Grande Pyramide et l'énigme de l'histoire. Faisons arriver cette grande pyramide, la Terre, pardon, et la Lune qui vient se placer rigoureusement en son centre. Alors, nous traçons un carré autour, donc qui est le carré base. Hein. Nous mettons donc la Terre circonscrite dans ce carré base et faisons arriver la hauteur de la pyramide. Eh bien, il se trouve qu'elle nous donne la circonférence de la Lune. Indique la circonférence de la Lune au centre de la Terre. Alors maintenant, nous allons prendre le même module, mais nous faisons arriver des pentagones. Le pentagone, sur le plan de la symbolique, représente l'être humain. Et si nous faisons arriver un pentagone tête en haut et un autre tête en bas, il représente l'être humain dans tout son accomplissement, c'est-à-dire homme et femme. Hein. Alors nous allons voir que ceci a une grande importance. Voici les deux pentagones qui se dessinent. Si nous faisons arriver des traits qui cernent la Lune, il l'épouse à la perfection. Alors faisons arriver une pyramide, la pyramide telle qu'elle se présente, et l'architecture intérieure, vous voyez que c'est tout de même joli à voir, parce que le toit même de la Lune correspond
à ces lignes. Eh bien, voici, mesdames et messieurs, nous avons achevé cette présentation. Pas tout à fait, malgré tout, parce que des questions peuvent se poser. Est-ce que, voilà, Rémi va peut-être nous poser ces questions. Merci.